Bonjour à toutes et tous. Alors, désolé pour mon retard. Vous me dites quand c'est bon pour commencer la retransmission? Здравствуйте всем. Мы сейчас начинаем круглый стол «Мигранты и иные уязвимые группы». Итак, скажу сразу, для меня очень большая честь и радость находиться в такой хорошей компании и предоставлять слово людям, коллегам, даже друзьям, чья работа и деятельность так важны. И для правозащитной деятельности, и, конечно, для России прошедшего периода, для России сегодняшних дней и для России будущего. Итак, на этом круглом столе мы поговорим о так называемых уязвимых группах или, может быть, иными словами, поднимаем вопрос о дискриминации ряда групп, как и внутри России, как и, может быть, за ее пределами в связи с произошедшими как раз с Россией конфликтами. J'ai dû passer également. Et donc, je vais vous dire que les derniers événements à Moscou, malheureusement, nous ont montré l'actualité et l'importance de toutes ces questions, ces problématiques. Donc, après cette attaque terroriste à Crocus Hall à Moscou, nous avons vu que les autorités russes ont d'abord désigné l'Ukraine comme commanditaire de cette attaque terroriste. Et en même temps, il y avait une vague de migrantophobie, comme on le dit en russe, donc contre les Tadjiks, contre d'autres migrants qui vivent en Russie. Et je vais passer la parole maintenant à nos intervenants. Tout d'abord, bien sûr, à notre chère Svetlana Ganushkina. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Svetlana est une défenseure de droits humains avec une expérience, avec une très grande expérience. Donc, elle travaille au sein de l'ONG Assistance civique. Pendant des décennies, elle travaille avec toutes les problématiques liées aux personnes déplacées, à l'asile politique, etc. Donc, toutes ces questions de discrimination également. Donc, je vous passe la parole avec plaisir. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui sont venus à nous écouter aujourd'hui. Donc, je me présente, je suis 6 fois agent de l'étranger. Donc, tenez ça en compte quand vous m'écoutez. Et à part l'assistance civique, cette organisation non gouvernementale, je travaille aussi en dispensant des consultations juridiques pour les migrants. Donc, avant, ça faisait partie du centre mémorial et maintenant, nous avons créé une nouvelle structure, nous avons créé une nouvelle organisation. Donc, néanmoins, nous n'avons jamais cessé notre travail. Nous travaillons toujours à Moscou, malgré toutes les tensions, toutes les persécutions. Et il est probable que nous allons devoir déménager pour la 3e fois cette année, mais nous continuons quand même notre travail. Et je vais vous dire quelques mots aussi. Hier, on a beaucoup parlé de la société civile en Russie. Et moi, je n'ai pas cette sensation alarmiste, pessimiste que tout va très mal. Tout d'abord, moi, je donne beaucoup d'interviews et très souvent, on m'aborde dans la rue, on me reconnaît et les gens me disent merci pour mon travail, donc ils sont tout à fait de notre côté. Ensuite, quand je suis allée voter à midi, j'ai vu une file d'attente énorme, donc j'ai dû attendre plus d'1 heure.
pour voter, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui se sont déplacées à midi. Et en même temps, dès que je suis revenue, j'ai reçu plein de messages qui me disaient que des gens m'ont vu dans cette file d'attente. Je connais au moins 3 groupes de bénévoles avec des milliers de personnes qui aident les Ukrainiens à quitter la Russie, à repartir dans d'autres pays, si ces personnes le souhaitent. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris, en fait, ce mouvement d'ampleur qui montre que les gens veulent être du côté du bien et faire le bien là où ils le peuvent. Et je reçois des messages aussi des gens qui me proposent de travailler avec nous, même sans être payés. Et dès qu'on publie une annonce pour un emploi chez nous, et il y a des dizaines de candidats qui se présentent. Donc ça, je peux vous dire qu'il y a quand même des gens qui sont toujours motivés. Et le fait qu'il n'y ait pas de manifestation collective, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes qui ne sont pas d'accord. Donc moi, j'ai vu, par exemple, ces files d'attente à midi pour voter, et ça nous montre quand même l'ampleur de, et le nombre de gens qui ne sont pas d'accord. Donc maintenant, pour passer à mon sujet d'aujourd'hui, moi je voulais vous parler de la migration depuis 30 ans, ces 30 dernières années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tout d'abord, quand la migration euh, a commencé, donc il y avait beaucoup de mouvements de peuples. Il y a eu cette perestroïka avec une certaine liberté de mouvement. Donc, moi, je pense que ça a été une très bonne chose, parce que c'est Gorbatchev, effectivement, qui nous a donné cette liberté, y compris la liberté de mouvement. Et bien sûr, cette liberté a amené également à des problèmes, parce qu'il y a eu des conflits armés qui ont commencé. Et donc, il y a eu des mouvements de migration. Et donc, c'est pour cela que créé notre ONG. Et pour faire en sorte que les lois fonctionnent justement pour tout le monde. Parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les lois ne fonctionnaient pas bien, et les personnes ne savaient pas où s'adresser. En 93, pardon, la Russie a signé la Convention de 1951, et le service fédéral de migration a été créé. Et ce service fédéral donc s'occupait des migrants qui venaient à Russie de l'étranger, et également des migrants ou des personnes déplacées. euh, donc, ce sont des personnes, en fait, qui partaient des pays où elles étaient persécutées, où ils sont devenus des occupants malgré eux. Donc, c'était un flux de personnes pour lequel nous avons créé notre ONG Assistance civique. Ensuite, il y a eu des victimes de conflits au Karabakh, à Fergana, à d'autres points de tension. Ensuite, l'Afghanistan. Donc, il y avait des personnes afghanes aussi qui venaient, des réfugiés de la Syrie, et les nouveaux réfugiés d'Afghanistan également. Donc, je ne peux jamais dire que les pouvoirs russes, ce sont les nôtres, parce que je ne suis pas du tout d'accord avec leur politique. Mais en même temps, en tant que citoyenne russe, je dois en parler. Et donc, on va dire que les Américains ont répété la même erreur. Ils sont partis de l'Afghanistan, et les talibans ont repris le pouvoir. Et en même temps, les autorités russes ont dit que finalement, ce n'était pas si mal que ça, et que les talibans n'étaient pas vraiment une organisation terroriste. Mais en tout cas, les Afghanes qui partent aujourd'hui de l'Afghanistan, ce sont les personnes qui travaillaient avec les Américains, et c'est aussi aujourd'hui. Et donc en 1993, cette migration et ce nouveau service de migration qui a été créé a travaillé avec ces personnes-là et avec les réfugiés tchétchènes. Donc ce ne sont pas des migrants à proprement parler, ce sont des personnes déplacées. Ils avaient le statut de personnes déplacées, justement. Mais ce statut a été accordé uniquement aux Russes. Donc, en 1995,
quand nous avons visité le camp de réfugiés, donc c'est pas un terme, mais quand je dis camp de réfugiés, c'est un état de fait. Donc nous avons visité un camp de réfugiés venant de Tchétchénie. Nous connaissons peut-être les personnes руководителя Федеральной миграционной службы Татьяны Регент, которую она прислала à la chef de ce service fédéral de migration. Et il y avait écrit noir sur blanc qu'il ne fallait pas donner le statut officiel aux Tchétchènes. Donc, c'est eux qui se sont retrouvés dans dans la position la plus vulnérable. Et en janvier 1995, j'ai lu ce télégramme lors d'une grande rencontre, une grande réunion avec différents représentants des autorités et de la communauté internationale. Et là, la communauté internationale a compris finalement qu'il y avait un grand problème avec ces déplacés tchétchènes. Et donc ce service fédéral de migration, tout d'abord, était dans un état de désarroi parce que gérer la migration, c'était quelque chose de nouveau, ça n'existait pas à l'époque soviétique. Et ce service devait aussi veiller à donner des prestations sociales à ces réfugiés, à ces personnes déplacées. Ça veut dire que si ils donnent un statut de réfugié ou de personne déplacée à une personne, ils doivent veiller à ce que cette personne ait les moyens de subsistance. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? En 2000, il y a eu un décret présidentiel qui a liquidé ce service fédéral de migration et tous les problèmes de migration étaient gérés désormais par un ministère d'intégration et d'ethnie. Donc, c'était un nouveau ministère qui a été créé, ministère de la politique migratoire, et c'est un nouveau ministère qui était en fait très faible. Donc, il n'y avait pas vraiment de gestion. Et en même temps, ce ministère a perdu les archives. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous cherchons ces archives et nous n'arrivons pas à les retrouver parce qu'il y a des personnes qui ont perdu leur statut à cause de cela. Donc, ça a créé beaucoup de problèmes également. Ensuite, en 2001, ce ministère a été liquidé et en même temps, les problèmes de migration n'ont pas été réaffectés à un service. Ils ont été réaffectés au ministère des Affaires intérieures. Donc, désormais, cette autorité de migration, c'était quelque chose qui gérait les droits. C'est comme s'il gérait les droits des animaux auprès d'une usine de conserve. Et donc, de fait, c'était géré d'une façon pas du tout efficace. Ensuite, en 2002, en février, et il y a eu une nouvelle réorganisation. Ce service fédéral de migration a été recréé, mais maintenant il était rattaché au ministère des Affaires intérieures. Et cela veut dire que ces organes dans les régions étaient maintenant rattachés à deux ministères en même temps. Donc ils ne savaient pas quels ordres suivre. Donc, c'était un chaos total. Et ça a duré jusqu'en 2004, une nouvelle réorganisation. Maintenant, ce service a été rattaché et ce service est devenu indépendant, mais en même temps rattaché quand même au ministère des Affaires intérieures. Et ces années-là, c'était vraiment très difficile parce que c'était l'époque de la deuxième guerre en Tchétchénie. Il y avait un flux de personnes venant de Tchétchénie et il n'y avait aucun statut accordé. Et il y avait beaucoup de problèmes de discrimination et je pense que c'était la première fois où nous avons organisé une réunion de défenseurs de droits
Et c'est la première fois où nous avons vu, où nous avons dit ouvertement qu'il y a une certaine fascisation qui se passe en Russie. C'était notre collègue M. Kovalev qui l'avait dit. Et le lendemain, j'ai été convoquée à l'administration présidentielle. On m'a demandé si je soutenais Kovalev. Donc, il ne disait pas ouvertement ce qu'il voulait me demander. Mais cette personne qui me parlait, c'était très intéressant d'ailleurs cette conversation parce que c'était une personne qui soutenait ses positions fascistes ouvertement. Et ce qu'elle disait, cette personne était du fascisme pur et dur. Et donc, cette conversation s'est terminée ainsi d'ailleurs. Je lui ai dit ouvertement que c'était un fasciste. Ensuite, en 2004, il y a eu donc une nouvelle réorganisation. Le service fédéral de migration a été fusionné avec le service de passeport. Et jusqu'en 2012, c'était ainsi. Ensuite, en 2012, il y a eu un nouvel organe qui a été créé avec de nouvelles personnes. Et là, donc ce sont des nouvelles personnes qui ont été embauchées et qui ne connaissaient pas du tout ces problématiques et comment gérer la migration. Et jusqu'en 2016, cela a duré. En 2016, en fait, il y a eu la même erreur qui a été reproduite, c'est-à-dire que le service fédéral de migration ont été rattachés de nouveau au ministère des Affaires intérieures. Et donc aujourd'hui, c'est la direction de migration au sein du ministère des Affaires intérieures qui gère la migration. Donc, vous voyez qu'il y a eu 9 réorganisations pour la gestion de migration pendant ces années-là. Donc, quand on me dit est-ce qu'il y a une politique migratoire, je dis il n'y en a pas. En même temps, il y a eu 4 années plus ou moins libres sous Medvedev. Et nous avons travaillé sur une politique migratoire, un projet de politique migratoire. Nous avons participé aussi à ce travail et nous avons créé une certaine conception. Mais dès que cela a été envoyé au ministère des Affaires intérieures, il y a Poutine qui était revenu. Et donc, on n'a rien pu faire. Donc, on est revenu de fait à la conception de Poutine, alors que Poutine est bien sûr illégitime puisqu'il n'a plus le droit d'occuper le poste de président. Et quand il est revenu en 2012, c'était déjà une violation de la Constitution, même s'il y a des linguistes qui ont interprété la Constitution autrement. Donc, lui, il a reliquidé le ministère des Affaires intérieures, le service fédéral de migration a été rattaché au ministère. Donc, nous revenons à la même situation et maintenant, c'est juste une direction au sein du ministère des Affaires intérieures. Donc, on ne peut plus parler de protection de droits dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qui se passe avec des groupes concrets de migrants? Quels sont ces groupes-là? Donc, il y a des migrants venant de l'Asie centrale, il y a des Afghans, il y a des Syriens, et ces dernières années, donc, c'est des Ukrainiens également qui viennent. Donc, je vais vous donner quelques chiffres. À votre avis, combien il y a de réfugiés avec un statut enregistré en Russie? Combien, à votre avis? Donc, dans ce grand pays qu'est la Russie, qui se relève de ses genoux grâce à Vladimir Vladimirovitch, combien il y a de réfugiés. Donc, nous avons signé la convention, nous avons donc des réfugiés, normalement. Combien, à votre avis? 244 personnes. Quand on me traduit et quand j'entends la traduction, je dis toujours, ce n'est pas des mille, il ne s'agit pas des milliers. Parce que si la personne est au courant, si le traducteur, l'interprète est au courant, il dirait qu'il s'agit des milliers de personnes. Mais en fait, non, on a uniquement 244, dont 158 Certaines personnes parmi toutes ces personnes sont nées en Russie et n'ont toujours pas
la nationalité russe. Certaines ont été amenées en Russie en tant qu'orphelins, ils ont appris le russe, c'est leur langue maternelle, mais ils sont toujours réfugiés. Donc uniquement par les manipulations, disons, directes, elles peuvent... Хорошая, добрая женщина руководила. Au moment où Madame Kirillova Olga était la chef de cette direction, ça fonctionnait plutôt bien. Mais sa successeur a pris sa place et maintenant c'est difficile de se mettre d'accord avec qui que ce soit. Il y a quelques années, deux personnes qui étaient justement des personnes orphelines, il y en a un qui est juriste, il y a l'autre qui est interprète et traducteur. Donc eux, ils ont reçu la nationalité russe. Donc, c'est vraiment une poignée de personnes qui peuvent obtenir la nationalité, mais c'est difficile d'organiser. Donc, combien il y a de Syriens? Comme vous savez, la Russie a bien participé dans le conflit en Syrie. Et pas uniquement la Russie. Hier, on avait l'impression de discussion d'hier que ce n'était que la Russie qui était emmêlée dans le conflit. Il y en avait d'autres parties. Mais il y a beaucoup de Syriens en Russie. J'ai appris qu'il y a deux grands groupes de migrants de travailleurs migrants, pardon. Ce sont les Syriens qui se sont mariés, qui ont eu un titre de séjour ou la nationalité russe et qui ont organisé des usines de production de tissus et de textiles. Et donc, eux, ils ont réussi à avoir des visas. Mais après le début des conflits, ils sont partis avec leur famille, ils sont revenus après un an. Et donc, maintenant, il y a beaucoup de Syriens. Avant le conflit en Syrie, il y avait une personne qui avait un statut officiel. Lors du conflit, il y avait une deuxième personne et maintenant, il y a une troisième personne qui a reçu. Donc, il y a 3 personnes qui ont reçu un statut officiel. Parmi les Ukrainiens, officiellement, il y a 16 personnes, dont une personne en 2023. Hormis le statut de réfugié, nous avons l'idée d'un asile temporaire. Je dois dire que toutes ces personnes ne pèsent pas beaucoup pour le budget de l'État, puisqu'ils ne reçoivent pas d'allocation, ni ceux qui ont un statut de réfugié, ni ceux qui ont un statut de refuge temporaire ou d'asile temporaire. Souvent, on dit qu'en Europe, on reçoit la pension pour les réfugiés quand on envoie la demande. Et chez nous, il faut d'abord envoyer la demande et puis attendre. Et en fait, cette pension, ces subventions s'élèvent à 100 roubles. Donc, c'est très, très peu. Donc, je pense que la procédure bureaucratique prendrait beaucoup plus de temps que vous recevriez finalement. Donc, c'est 100 roubles. 16 500 personnes, ce sont les personnes qui ont un statut de refuge temporaire. 4 500, ce sont les Ukrainiens. Ça, c'est ce qui reste des 300 000 personnes qui ont reçu un statut de refuge temporaire en 2014-2015, mais toutes ces personnes ont déjà eu la nationalité russe. Donc, qu'est-ce qui nous reste? En fait, ce sont des données complètement négligeables, pas du tout élevées. Nous avons publié un rapport que l'on a publié en utilisant les subventions du président. Nous l'avons reçu en 2015 et nous avons publié un rapport. Le rapport commence par le fait que le 20 avril 2015, le ministère de la Justice a reconnu notre organisation comme agent étranger. Et ensuite, nous voyons dire que nous avons reçu les subventions de l'État et du président et donc nous avons publié ce rapport avec ces subventions. Donc notre président était pendant longtemps dans un pays voisin de France en tant qu'agent étranger. Donc lui, c'est un ex-agent étranger et nous sommes un agent étranger aujourd'hui. Donc, dans ce rapport, on explique pourquoi, ce qui est fait, quels sont les procédés.
je pense que je vais laisser ces dossiers et ces documents au Mémorial de France. Ce dernier temps, en ce qui concerne les Ukrainiens, il y a eu un décret de l'administration qui dit que les Ukrainiens peuvent traverser la frontière uniquement par passant par l'aéroport Sheremetyevo, où on vérifie leur portable. Donc, en résultat, une femme qui a un titre de séjour pour vivre en Russie, qui est mariée avec un Russe et qui a un enfant de 5 ans, donc c'est une famille de 3 personnes, mais c'est une famille qui est très, très éloignée des questions de politique, qui est indifférente envers les questions de politique, comme de nombreux réfugiés ukrainiens. J'ai été étonnée d'apprendre ça. De nombreuses personnes veulent avoir la nationalité russe. Bref, revenons à cette famille. Ils sont partis en vacances, ils sont partis en Turquie, en Antalya, ils reviennent et on ne laisse pas passer à la frontière, on ne laisse pas passer la mer. Vous voyez le stress pour l'enfant. Donc, 24 heures, l'enfant passe avec son père à l'aéroport. Ils essayent de libérer leur maman, d'obtenir la décision pour la faire passer. Ils n'arrivent pas. Ils n'ont plus d'argent. Ils ont dépensé tout l'argent pour leurs vacances. Donc, qu'est-ce que doit faire la mère? Elle écrit à nos avocats et à nos juristes, puisque c'était justement nos juristes qui lui ont aidé avec le titre de séjour. Donc, elle s'adresse à moi, et puis moi, je m'adresse à Moskalkova. Moskalkova, c'est la responsable des droits de l'homme dans la Fédération de Russie. C'est une position constitutionnelle à part. Et on lui répond au bout de 30 jours. La FSB lui répond. Et donc, je vous cite ce qu'ils répondent. À une dame qui a 85 ans, une dame qui n'a pas le droit de venir voir sa fille, et à d'autres Ukrainiens. Sur les frontières, nous avons trouvé que telle et telle personne présente un danger à la défense de la Fédération de Russie. Mes chers amis, qu'est-ce qui se passe avec notre défense dans notre pays? Je pense que c'est une question qu'on devrait poser à monsieur au ministre Shoigu. Si une dame qui est plus âgée que moi, qui a 85 ans, présente un danger pour notre pays, donc on comprend bien pourquoi moi je suis un agent étranger. Donc, toutes les mamies, on va se réunir et on va bien montrer encore de quoi on est capable à notre défense de notre pays. Et donc, il y a la demande directe de la défenseuse des droits humains. Et la réponse de la FSB, c'est que ça ne relève pas du mandat et des compétences de la FSB. C'est la décision qui est prise à la frontière par les gardes frontières. Et c'est juste une décision prise par une personne qui ne laisse pas passer la dame pour entrer en territoire, sur le territoire de la Russie. Donc, je pense que ce garde frontière, je ne pense pas que c'est un général ou qu'il y a un poste haut gradé. Donc, le directeur de la FSB, du service fédéral de la sécurité, n'a pas de compétences pour annuler cette décision prise à la frontière. Il y a eu de nombreux cas comme ça. Un étudiant qui faisait des études à Moscou, qui était un étudiant brillant, il ne peut pas rentrer en Russie, il demande l'autorisation de finir les études au moins à distance. Mais il a été renvoyé de l'université, il ne peut plus terminer ses études puisqu'il présente un danger pour le pays. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau qui se passe, ce qui se passe avec les Ukrainiens. Parlons maintenant des Tadjiks. Donc apparemment, une partie des Tadjiks, je ne sais pas s'ils sont vraiment coupables ou pas, mais ils ont été convoqués, prévenus par le juge et qui auraient participé dans les attentats terroristes à Crocus City. Ce qui s'est passé à Crocus City, dans la région de Moscou, ça, c'est la négligence totale des forces de l'ordre. Ils ont été prévenus par leurs collègues des États-Unis et par le Royaume-Uni.
Alors, les Russes ont dit que c'est juste l'Occident qui veut s'aimer la panique, mais au moins, ils pourraient engager les gardiens qui ont travaillé pour cette organisation, pour ce centre Crocus City. Ils ne sont pas formés pour agir contre les terroristes. Ils peuvent juste calmer des petits troubles de l'ordre. Et une partie est juste ils ont juste quitté les lieux de l'attentat terroriste et il y en a eu d'autres qui ont aidé le public à quitter les lieux. Mais donc, les forces de l'ordre et les forces de maintien de l'ordre, c'est eux qui sont responsables. C'est eux qui n'ont pas fait confiance à ce qu'on leur disait. C'est eux qui n'ont pas prévu assez de gardes pour un grand lieu de concert où il y a beaucoup de personnes. Mais non, au contraire de ça, ils ont juste peur qu'on leur jette un petit gobelet en plastique parce que ça vexe leurs sentiments. Aujourd'hui, nous avons reçu une lettre d'un Tadjik. Il a vécu en Russie pendant longtemps. Il est parti de la Russie, il voulait revenir et il est passé 24 heures à la frontière. Il a dit que sur 5 personnes, on laisse passer uniquement une personne et on vérifie constamment les dossiers. Merci beaucoup, chère Svetlana. Je suis donc ravie de passer la parole à Stefania Kulaeva. Stefania, depuis longtemps, est la chef du Centre Antidiscrimination Mémorial. Et bien sûr, ce centre fait partie de la grande famille du Mémorial. Depuis plus de 20 ans, elle est spécialisée dans le domaine de travail avec les groupes les plus vulnérables et discriminés en Russie et en dehors de ses frontières et aussi dans les régions de conflit. Chère Stefania, je vous passe la parole. Merci. Pour moi, c'est un grand honneur d'intervenir devant vous. Je suis ravie de collaborer avec le Centre de défense des droits de l'homme Mémorial. Je suis ravie d'être ici présente en compagnie de Svetlana Ganushkina et de parler de la protection des minorités ethniques et des migrants. C'est vrai, il y a beaucoup de centres de mémorial, cette famille est large, il y a beaucoup d'anniversaires, mais le centre antidiscrimination existe depuis maintenant plus de 20 ans. Nous avons célébré 10 ans de notre travail à Bruxelles récemment, puisque nous avons finalement décidé étant reconnus agents étrangers, de continuer nos actions à Bruxelles et ne pas poursuivre nos actions à Saint-Pétersbourg. En ce qui concerne le racisme, j'aimerais dire que d'un côté, les 30 dernières années, c'était assez triste et c'est devenu encore pire, comme dans la chanson de Yuli Kim. Nous avons eu des années difficiles et les années qui vont venir vont être encore plus difficiles. Mais je voudrais commencer par quelque chose de positif. Donc, les dernières observations que j'ai eues quand j'ai parlé avec des journalistes qui se trouvent toujours en Russie ou qui ont quitté la Russie, les médias indépendants et progressifs, pour que je leur donne des commentaires sur la situation en Russie avec les travailleurs migrants après les attentats terroristes à Crocus City, avec les tortures, les descentes de police. Donc, ces personnes qui m'ont adressé la parole, qui m'ont posé des questions, parlent d'une façon très correcte des migrants. Mais ce n'était pas encore le cas il y a 10 ans. On n'était pas conscient de reproduire certains stéréotypes. Par exemple, je donne une interview, j'explique que les Tadjiks méritent la même attitude que les autres personnes sur Terre. Et tout d'un coup, l'opérateur qui nous filme, le caméraman, intervient et commence à m'expliquer que je n'ai pas raison. Maintenant, la donne a changé, la conversation est devenue beaucoup plus amicale. Donc,
ces journalistes étaient assez progressistes dans leur esprit il y a 20 ans, mais pas dans le domaine de protection des migrants. Maintenant, on se comprend mieux. J'aimerais parler des droits des minorités et des migrants du point de vue à travers le prisme du racisme. Bien sûr, je ne peux pas vous dresser le tableau complet. Je ne pourrais pas parler des problèmes socio-économiques, des problèmes de droit, donc je vais me concentrer sur quelques points précis. Pour moi, c'est un sujet qui existe dans mon domaine professionnel, dans ma vie professionnelle depuis 30 ans. En 1994, j'ai commencé à travailler dans le domaine de lutte contre le fascisme et contre le racisme à Mémorial à Saint-Pétersbourg. Et je vois certaines étapes de développement des abus contre les droits de l'homme. Dans les années 90, c'était le début. Quand dans les années 90, nous avons commencé à réfléchir à comment aborder ce sujet, les victimes du racisme le plus évident en Russie et dans les différentes parties de la Russie, c'était par exemple les Roms. Ou, comme on dit en Russie, les tziganes. Moi, personnellement, je ne vois pas de problème avec ce terme, mais maintenant, en Russie, y compris dans d'autres pays, on dit plutôt la population rome. Nous nous sommes concentrés sur la protection des droits de ces personnes. C'est un groupe très vulnérable, très marginalisé, souvent attaqué. Mais bientôt, la situation a changé. La guerre en Tchétchénie a provoqué une tollée de phobie envers les personnes de Caucase. Il y avait aussi des Tadjiks, les premiers Tadjiks qui venaient travailler et d'autres. Et donc, eux, ils sont devenus victimes des abus et des attaques également. Dans les années 2000, c'était le point culminant de cette attitude négative. Récemment, j'ai écouté l'intervention d'un journaliste célèbre qui disait qu'au début de l'époque poutinienne, c'était magnifique, tout allait bien. Il y avait des chaînes de médias optimistes et ils pensaient que la Russie florissait. Mais donc, en fait, le racisme à Moscou, à Saint-Pétersbourg, donc même pas dans les régions où la vie était difficile, dans des régions éloignées. Le racisme, même à Moscou et Saint-Pétersbourg, était très très fort. Donc, il y a 20 ans, Mikhail Girenko a été tué par les néo-nazis près de son domicile, puisqu'il protégeait, c'était un spécialiste d'Afrique, et il protégeait les personnes de descendance africaine et les Africains qui se trouvaient en Russie. En 2005, Timur Kocheraba, un membre des actions antifascistes et antiracistes, a également été tué. Donc tout ça a continué jusqu'à 2010. Après la mort de Stas Markelov et Baburaba, on a commencé les persécutions des assassins. Et donc, cette violence de rue a commencé à descendre, à baisser un peu, à se calmer. En 2023, le centre SOVA a fait l'état des conflits motivés par un sentiment ou la discrimination raciale et les attaques de rue. Et malheureusement, ça persiste, ça existe toujours. Et nous voyons renaître ce phénomène-là. Et deuxième chose, donc depuis 2022, la Russie a quitté un certain nombre de conventions. Et donc, la situation pourrait s'empirer puisque nous avons quitté maintenant la Convention des droits de l'homme et puis la Russie a quitté la compétence de la CEDH et cela bien sûr a une conséquence sur la situation des migrants et bien sûr ça réduit aussi les possibilités de notre travail dans ce domaine. Donc pour moi c'était une convention qui me tenait à cœur et nous avons beaucoup écrit à ce comité et donc
encore récemment, nous avions reçu des recommandations qui étaient très importantes pour nous. Donc, c'est bien dommage. Je peux vous dire qu'il y a eu quand même des succès aussi dans ce domaine pendant ces 30 dernières années, ces succès qui persistent encore aujourd'hui. Par exemple, nous avons réussi à commencer un dialogue, une conversation sur un certain nombre de sujets, améliorer la situation d'une certaine manière. Et nous avons commencé une discussion sur des questions qui n'étaient pas du tout abordées avant, même à l'ONU, puisque des informations alternatives n'étaient pas reçues à ce niveau-là. Et je voulais vous parler rapidement de ces sujets-là. Donc, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé dans des lieux où vivent les personnes roms. Donc en fait, c'est souvent un petit village, un tout petit hameau où il y a plusieurs maisons où les Roms vivent dans des campements. Donc, pendant des décennies, il y avait ces campements un peu partout et le pouvoir soviétique a interdit le nomadisme en 1956. Et donc, depuis, il y a eu ces campements qui ont vu le jour. Et souvent, donc, il y a eu, souvent, ces campements ont été détruits quand des propriétaires ont voulu récupérer leurs terres ou dans d'autres circonstances. Donc, de fait, c'était des milliers de personnes qui ont perdu leur logement, leur lieu de vie. Et nous avons réussi à commencer une conversation sur les problèmes des enfants roms dans les écoles. Nous n'avons pas réussi à résoudre ce problème, mais en tout cas, ce problème a été reconnu, au moins même par les autorités. Et il y a eu le rapporteur sur le racisme qui a visité une école et qui a constaté ce qui se passait avec les enfants roms. Et il a commencé à débattre avec nous en disant que non, tout va bien. Et donc, nous avons proposé à ce monsieur de visiter une école où nous avons constaté cette situation. Et aujourd'hui, en 2023, donc, le comité sur la discrimination a étudié le cas russe. La rhétorique a changé. En tout cas, on reconnaît maintenant cette problématique et l'existence de ce problème. En ce qui concerne les droits de migrants, je ne parle pas des migrants, des travailleurs migrants ou des réfugiés. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Svetlana juste avant moi, mais en tout cas, je pense que grâce à notre travail en commun, nous avons réussi à faire bouger les choses en ce qui concerne les arrestations arbitraires des migrants sans aucune accusation, souvent. Donc, c'est une sorte de mesure préventive pour pouvoir expulser la personne. Oui, effectivement, nous avons travaillé pour résoudre ce problème. Oui, et je voulais dire justement que nous avons réussi à bouger un peu les choses. Par exemple, en décembre 2023, le code administratif a été modifié, amendé, et c'était une décision très importante. Et maintenant, toute personne qui est détenue a le droit à un contrôle judiciaire tous les 3 mois, à une procédure judiciaire. Donc, ensuite, les peuples autochtones de la Russie, les peuples indigènes, c'est un sujet qui n'avait pas été abordé du tout avant, et maintenant c'est un sujet qui commence à être traité au niveau international également. On commence à en parler beaucoup plus, on commence à parler des droits des peuples indigènes à leur culture, à leur langue, etc. Un droit de représentation dans les autorités et dans les pouvoirs locaux. Et en conclusion, je voudrais dire que malheureusement, effectivement, il y a beaucoup de problèmes qui reviennent, même des problèmes que nous avions essayé de résoudre ou réussi à résoudre auparavant. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans ce domaine-là, nous revenons à l'époque des années 1930 par rapport aux années 1920.
ça avait changé également parce que dans les années 20, il y avait des droits qui avaient été accordés aux peuples indigènes. Donc, il y avait quand même des droits qui ont été élargis et beaucoup de personnes ont commencé, par exemple, à créer des écoles de langue, des manuels scolaires dans des langues de ces peuples qui n'existaient pas auparavant. Ils avaient commencé à développer la culture nationale et tout cela a été détruit dans les années 30, tout ou presque. Peut-être une exception, c'est les peuples du Nord donc, qui réussissent tant bien que mal à garder leur culture à Saint-Pétersbourg et dans la région. Mais en tout cas, tout ce qui a été réformé au tout début du XXIe siècle, tout ce que nous avons réussi à faire, y compris pour des peuples assez grands, les Tatars, par exemple le Tatarstan ou les peuples du Caucase, cela recule aujourd'hui, donc les droits sont bafoués, les gens n'ont plus le droit d'apprendre leur langue maternelle à l'école. Donc, il y a beaucoup de droits qui sont niés aujourd'hui. Donc, on revient à ce discours impérialiste russe. Et je constate avec inquiétude, par exemple, cette décision de reconnaître en tant qu'extrémiste le mouvement décolonial en Russie. Cela veut dire que c'est des possibilités de persécution qui s'ouvrent pour les pouvoirs pour persécuter toutes ces personnes, ces militants anticolonialistes. Donc, c'est au niveau législatif déjà, on dépasse ce qui existait auparavant au XXe siècle. Et pour revenir aussi à ce que nous avons entendu dans l'intervention de Svetlana Ganushkina, je vais dire quelques mots aussi sur la fascisation. Effectivement, nous avions constaté déjà des signes de fascisation il y a des années, mais aujourd'hui, nous voyons que ça dépasse nos craintes et effectivement, ces tendances fascistes ont vaincu dans notre pays aujourd'hui et parfois on a l'impression que c'est le pouvoir qui récupère aujourd'hui la rhétorique des petits groupes nationalistes, fascistes qui existaient auparavant. Et c'est surtout cette propagande terrible de la haine, de conflits, de discrimination et toutes ces personnes l'ont voulu et là, ils ont réussi à le faire aujourd'hui. Donc, nous voyons ces images où il y a des descentes ou des raids contre des personnes venant de l'Asie centrale sur les marchés, sur leurs lieux de travail. Donc, il y a le FSB, les policiers et des néo-nazis qui viennent tous ensemble pour tabasser ou arrêter ces personnes. Et en conclusion, je voulais vous dire que hier, Alexander Tcherkassov a dit que tout cela est lié. Bien sûr, toutes ces problématiques sont liées entre elles. La guerre est liée aux tortures, aux discriminations, et je suis d'accord. Et en même temps, je pense que tout cela est lié au fascisme. Donc cette guerre qui ne cesse pas, ces guerres qui ne cessent pas, c'est le fascisme que nous constatons aujourd'hui. Merci beaucoup, Svetlana et Stefania. Donc, toutes les deux, vous avez parlé des thématiques très importantes, effectivement, et qui sont effectivement liées entre elles. Et je pense que c'est très important d'en parler aujourd'hui ici, à Paris, puisque ces défis, ils existent et ils nous touchent aussi à nos sociétés européennes. Ce sont des défis universels et il faut le reconnaître. C'est très important de le reconnaître aujourd'hui. Et la Russie, tout comme d'autres pays, participe dans ces problèmes globaux, universelle. Et effectivement, dans les années 2000, nous avons vu que ces questions liées à la migration, aux réfugiés, aux travailleurs migrants, problématiques de xénophobie, de racisme. Et ces problèmes se sont concentrés effectivement sur cette période-là que vous avez
évoqué, Stéphania, donc cette période terrible. Et il y a peut-être des personnes qui avaient cru que en Russie, l'économie florissait et qu'il y avait beaucoup de nouveaux bâtiments qui étaient construits, mais effectivement, tout cela a été fait par les petites mains de migrants qui se sont déplacés en masse en Russie. Donc, bien sûr, c'est une question très importante et il faut en parler, il faut l'analyser. Et il faut prendre en compte, bien sûr, ce que nous devrions faire pour l'avenir. Je vais juste rajouter une seule chose. Donc, Stéphania a dit qu'il y a eu un moment où c'était un petit peu plus facile de défendre les victimes d'attaques des nationalistes. Et c'était en fait le moment où ils ont commencé à représenter une vraie force politique. Et c'est pour cela que les pouvoirs ont commencé à lutter contre ces groupes. Aujourd'hui, ils ne sont pas politisés, donc c'est pour cela que les autorités ne luttent pas contre ces groupes-là. Oui, effectivement, et c'est encore une fois, tout est lié. Et ce que vous venez de dire, Stéphania, c'était aussi, ça résonnait aussi avec ce que nous avons entendu hier dans l'intervention de Gilles Favaret, qui parlait de l'action, des activités répressives des citoyens. Et donc, c'est ce qu'on constate aujourd'hui aussi dans les marchés, par exemple. Et donc là, je vais passer la parole à Meirbek Bachagayev. C'est un historien spécialiste du Caucase du Nord et en tant qu'historien et expert de notre situation actuelle. Donc, je passe la parole pour une intervention sur la situation des personnes venant de la Tchétchénie, des réfugiés tchétchènes qui arrivent en Europe et quels sont leurs succès, leurs problématiques, etc. Merci. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup à tous et à toutes. Donc, je m'excuse par avance. Je n'ai pas mon texte que j'avais préparé sous les yeux. Donc, tout d'abord, je voulais commencer par vous dire que moi aussi, je suis agent de l'étranger. Moi, je suis le premier Tchétchène à avoir ce label. Je pense que je suis la personne la moins dangereuse parmi les Tchétchènes, mais pour une raison ou une autre, les autorités russes ont décidé de me donner ce label. Donc là, ça fait 6 fois que j'ai déposé ma demande de retrait de ma nationalité russe, mais j'ai toujours pas de réponse. Ensuite, en ce qui concerne la migration, moi, c'est ma situation parce que moi, je suis migrant ici. Et la migration des Tchétchènes, bien sûr, cela a commencé en 1994. Donc, c'est la première fois où les Tchétchènes ont dû quitter la ville de Grozny et ils ont dû quitter en masse cette ville et partir dans les régions montagneuses. Et quand en décembre et janvier, la ville a été rasée, ces personnes-là n'ont pas pu revenir dans leur ville natale. Et ça veut dire que ces personnes ont été forcées à quitter le territoire de la Tchétchénie. Ils ne pouvaient pas aller ailleurs, ils n'avaient pas cette expérience de partir en Europe, par exemple. Donc, la première idée qu'ils ont eue, c'est de partir au Daghestan, la République voisine. Et le Daghestan a accueilli beaucoup de personnes. Il n'y avait aucune statistique fiable pour savoir combien de personnes se sont déplacées au Daghestan. Mais c'était des initiatives privées, disons. Il y avait des familles qui accueillaient des vingtaines, des trentaines de personnes. Et le Daghestan n'a pas créé de camps de réfugiés que nous avons vus un peu plus tard en Ingouchie lors de la Deuxième Guerre en Tchétchénie. Donc c'était la première migration des Tchétchènes après 1944 où il y a eu la déportation des Tchétchènes. Donc c'était une situation où les Tchétchènes ont dû quitter leur terre natale. Lors de la Deuxième Guerre en Tchétchénie, le Daghestan a été fermé par la Russie. Ça veut dire que les Tchétchènes ont dû quitter leur territoire et partir vers l'Ingouchie. L'Ingouchie a accueilli des centaines de milliers de personnes aussi. Donc,
effectivement, si on pouvait s'adresser au président Poutine à l'époque, lui, il disait que à l'époque de cette deuxième guerre tchétchène, il n'y avait pas de Tchétchènes. Il y avait 750 000 Tchétchènes qui avaient déjà quitté ce territoire, qui vivaient sur le territoire de la Fédération de Russie, et 220 000 Tchétchènes qui restaient, ils étaient déplacés. Donc il y avait peut-être 150 000 personnes qui restaient encore en Tchétchénie. Et c'est avec eux, c'est avec ces personnes-là que l'on lutte aujourd'hui. Donc c'était cette sorte de jeu avec les chiffres. Les politiques ont toujours essayé de manipuler ces chiffres-là. Donc en 2001, ce chaos, dans tout ce chaos, ils ont d'un coup constaté qu'il y a 800 000 électeurs qui vivent en Tchétchénie. Donc, encore une fois, on ne comprend pas d'où sortent ces chiffres. Et en tout cas, en 2000, à la fin des années 2000, à la fin de l'année 2000, les Tchétchènes ont commencé à partir vers l'Europe. Donc, il y avait déjà un flux de Tchétchènes qui essayaient de fuir vers l'Europe. Donc, la première chose, c'était bien sûr de sauver leurs familles, leurs enfants. C'était leur objectif principal. Pas vraiment de sauver leur vie à eux, mais les vies de leurs enfants. Et donc, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées. Et dans un premier temps, la Russie n'était pas vraiment inquiétée de ce problème-là, jusqu'à ce qu'il y ait une diaspora qui se crée en dehors de la Russie, une diaspora tchétchène, qui commence à prendre la parole, à parler au nom du peuple tchétchène. En 2001, il y a eu par exemple des manifestations à Paris assez massives. C'était très impressionnant. Il y avait des milliers de personnes qui manifestaient, qui descendaient dans la rue à côté de la Tour Eiffel ou à côté du Centre Pompidou. Donc c'était vraiment quelque chose de très impressionnant. Et ça se passait, et à Moscou et à Grozny, ça a été vu comme une menace. Donc ils se sont rendus compte qu'il fallait contrôler d'une façon ou d'une autre ces personnes-là. Pour qu'ils ne prennent la parole, pour qu'ils ne critiquent pas ce qui se passe en Tchétchénie, pour qu'ils ne disent pas que la Russie mène une guerre en Tchétchénie, etc. Et là, si on parle des chiffres, par exemple, aujourd'hui, nous savons qu'il y a plus de 200 000 Tchétchènes. Donc en 2018, après ce cas de Asimov, quand il y a eu cette attaque terroriste sur la place de l'Opéra, il y a eu donc une sénatrice qui a déclaré qu'il y avait un grand problème avec les Tchétchènes. Donc, il y avait 67 000 Tchétchènes dans le pays. Donc, ça, c'était en 2018. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on pourrait parler de 70 000 Tchétchènes qui vivraient seulement en France. Donc, c'est comparable avec ce qu'a connu l'Allemagne. Donc là, on parle de 50-60 000 Tchétchènes. Et si on parle de l'Autriche, eux, ils ont des chiffres précis. Aujourd'hui, c'est un des seuls pays européens qui savent très bien et qui disent combien de réfugiés ils ont par nationalité, par ethnie. Donc la France, par contre, donne les chiffres de Russes. Donc, l'Autriche, c'est 37 000 personnes, la Belgique, 22 000, la Norvège, 17 000. Et donc, si l'on prend l'Europe dans sa globalité, on arrive à peu près 200 000 personnes. Donc, ça représente déjà un certain nombre de personnes, une force qui peut peser et qui peuvent parler, par exemple, indépendamment de la pression de Kadyrov. Donc, ça peut représenter déjà une certaine force. Et en même temps, quand en 2008-2009, Kadyrov a commencé à appeler les Tchétchènes à revenir, il les a appelés à revenir dans leur pays.
il a vu qu'il y avait très peu de personnes qui voulaient revenir. Donc, il y avait que peut-être quelques personnes comme Abukayev, Sogaïpov et d'autres qui n'ont pas vraiment changé la donne parmi la diaspora tchétchène. Et en même temps, nous avons vu que, par exemple, en Europe, il n'y avait pas vraiment une attitude très positive envers les Tchétchènes qui viennent de ces zones de conflit. Donc, pour les services, vers les services spéciaux, pour les forces de l'ordre de ces pays, bien sûr, une personne qui vient d'une zone de conflit armé, c'est toujours en danger, c'est toujours une menace. Et donc, ils ont dû surveiller des dizaines de milliers de personnes. Et si on parle des incidents à Nice, nous avons vu que la police a attisé des conflits entre des ethnies, des groupes de personnes venant du Maghreb ou de la Tchétchénie, par exemple. Donc, les Maghrébins, par exemple, on leur disait pourquoi vous laissez les Tchétchènes rentrer dans votre pays, enfin dans votre quartier, et ces Tchétchènes vous empêchent de mener votre business de stupéfiants. Donc, là, on l'a constaté et la police ne pouvait rien faire. C'est la même chose que nous voyons en Allemagne, en Autriche, partout. Il n'y a pas de différence de pays. Cette attitude a mené à ce que, à la demande de la Russie, on a commencé à délivrer, à envoyer les Tchétchènes, ceux qui luttaient contre l'armée russe, contre Kadyrov. Et donc, après l'extradition, qu'est-ce qu'ils pouvaient attendre ces personnes à quoi ils pouvaient s'attendre? Ils disparaissaient tout simplement à l'aéroport quand ils arrivaient en Russie, en Tchétchénie. Mais il y avait certaines personnes qui ont survécu jusqu'au jugement au tribunal, mais il y avait des personnes qui ont été expédiées par la France qui n'ont pas vécu jusqu'à leur jugement. Mais il faut bien penser à l'extradition au lieu de l'extradition. Est-ce que si la personne est extradée vers un certain pays, vers un endroit, est-ce que la personne est en sécurité là-bas? Ça, c'est les questions de la législation russe également. Il faut le prendre en compte. Quand le ministre en France dit qu'il a parlé avec le procureur et le procureur va garantir la sécurité. Mais qui va poser la question au procureur? Mais qui c'est qui le procureur en Russie? Où est-ce qu'il a trouvé ce procureur qui est prêt à garantir quelque chose? Il faut citer le nom de ce procureur. Il faut bien graver son nom et mettre sur une pancarte et mettre ça bien dans un cadre sur le mur. Bien sûr, les Tchétchènes, comme d'autres personnes, subissent cette attitude. Je parle des Tchétchènes parce que j'ai traité les questions de la diaspora tchétchène récemment en Europe et en Russie. Les Tchétchènes, bien sûr, ont une attitude qui est étrangère à la culture européenne. Les Européens voient les Tchétchènes comme des personnes, si je puis dire, très énergiques, avec leurs propres caractéristiques et particularités. Mais ce sont leurs caractéristiques, leurs propriétés qui relèvent de leur caractère. Et c'est ce qu'on voit dans tous les diasporas en Europe. Les personnes un peu plus âgées, nous voyons la culture en Europe à travers tout ce que nous avons appris en Tchétchénie, à travers ce qui nous est familier. Et donc, quand nous voyons des questions ou des sujets qui contredisent la mentalité tchétchène, nous le prenons, nous avons une difficulté à l'appréhender, alors que nos enfants le voient autrement. Le Figaro, il y a une semaine, et c'est dommage qu'il n'y ait pas de journalistes qui représentent le Figaro, ont écrit un article sur les terroristes au nord du Caucase. Je ne suis pas d'accord. Asimov, en 2017, c'était un Tchétchène qui est venu en France quand il avait 2 ans.
Donc, il a grandi ici en France, il a étudié en France, il a fait ses écoles en France, enfin, son école en France, et avec une mention très bien en plus, ou le tueur de Samuel Paty. Ça, c'était une personne qui a également grandi, a fait ses études ici en France, dans une école française. Mes enfants voient leurs professeurs dans l'école française plus souvent qu'ils me voient moi. Ils passent leur temps dans une école française et c'est là où ils apprennent à vivre. Moi, je les vois tôt le matin et tard le soir. Ils passent toute la journée à l'école. Et si les parents travaillent, ils restent à l'école jusqu'à 18h. Je ne suis pas d'accord que ce sont les terroristes du nord de Caucase. Ça, c'est un problème de la société en France, la société en Allemagne, d'autres sociétés dans d'autres pays voient les Tchétchènes comme les personnes qui viennent juste pour prendre, pour profiter des choses. Mais en fait, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus complexe pour un enfant. Je termine mon propos. Parce que ses parents l'apprennent à être tchétchène et à toujours être tchétchène, à garder son identité tchétchène. Alors qu'à l'école, on lui dit de devenir français, d'appréhender cette culture française. Et 90% sont assimilés, intègrent ce système français et cette culture française. Ils travaillent dans des syndicats, dans des structures, dans des organisations ici. Donc, il y a déjà des enfants tchétchènes qui étudient à l'école, qui veulent faire leurs études à l'université, qui cherchent à faire des études dans l'université, qui choisissent l'université. C'est difficile de choisir une université quand on est tchétchène aujourd'hui, si on est en France. Mais les Tchétchènes visent à obtenir ce diplôme d'université. Je pense que la diaspora tchétchène s'est très bien intégrée, même si il y a des personnes qui viennent d'Ingouchie, de Tchétchénie. Il y a des choses qui sortent du cas commun, ce qui s'est passé avec le professeur du lycée l'année dernière. Il y a des exceptions des règles. Mais donc aujourd'hui, la diaspora et la société tchétchène est formée ici en France aujourd'hui. Là, il y a des règles d'adaptation. Merci beaucoup. Je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps qui reste, donc on a le temps pour 2 questions. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions? Je vous prie de lever la main si quelqu'un a des questions, s'il vous plaît. Какие-то прогнозы после терактов в Крокусе, вот было такое впечатление, что был такой прям всплеск гонений на мигрантов. Как это сейчас эволюционирует и изменится ли жизнь мигрантов, в том числе в Москве после этого, или все-таки? Да, спасибо за вопрос. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'aimerais poser la question à Svetlana Ganushkina ou aux autres aussi. Est-ce qu'il y a des prévisions de ce qui va se passer après les attentats terroristes à Crocus City? Il y a eu donc un moment, une vague de répression contre les migrants. Comment est-ce que la vie des migrants va changer à Moscou et ailleurs? Merci beaucoup pour votre question. Au départ, oui, en effet, on a vu une vague d'attitudes anti-migrants. Ça s'est développé différemment. C'était très dur à Saint-Pétersbourg. On arrêtait les migrants par des dizaines, par des packs. On les le taux de déportation a grimpé de 40%. Maintenant, ça commence à redescendre. Et moi, en fait, je commençais à me dire que peut-être il n'y a pas de décision qui vient d'en haut, quand c'était en 2008 envers les Géorgiens, quand on va arrêter les personnes, quand on vérifiait le passeport, même si le passeport était un passeport russe. Si on voyait que le nom de famille était géorgien, on déchirait le passeport. C'était complètement fou.
Mais j'avais l'impression que cette fois-ci, ce n'était pas le cas, ce n'était pas aussi sévère. Mais bon, vous voyez ce qui se passe avec les Tadjiks sur les frontières. L'attitude anti-tadjik est bien visible et palpable. Donc peut-être qu'il y a vraiment une décision d'agir contre les Tadjiks dans certaines villes, mais je pense que ce sont des actions ciblées. Si l'on sait que quelque part, il y a un Tadjik qui n'a pas de papier, qui n'a pas de fondement légal, et souvent il n'en est pas coupable. Souvent on vient le chercher et on vient le déporter. Il y a eu certains cas, ce cas de figure, et je pense que ce n'est pas encore fini. Oui, la situation est inquiétante. Nous savons bien que les personnes au Tadjikistan, non seulement les travailleurs migrants, mais aussi leurs familles dépendent de ce qu'ils gagnent en Russie. Mais donc, Tadjikistan, c'est un pays qui est intéressé du point de vue économique dans cette collaboration. Et même malgré ça, hier, ils ont lancé un appel officiel à leurs citoyens de ne pas aller travailler en Russie. Ça ne concerne pas uniquement Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan. Les citoyens de ces pays sont arrêtés massivement aussi. Donc oui, il y a une sorte de vigilance accrue, de méfiance. C'est un peu ce qui s'est passé en 2015 à Paris, même s'il n'y a pas de décision qui vient d'en haut. Oui, il y a l'islamophobie qui commence à grimper, qui commence à devenir plus visible et palpable. Et donc oui, maintenant, on a tendance à être plus vigilant, même peut-être trop vigilant. En 2023, il y a eu une recrudescence de cas d'attaque contre les migrants en Russie. La situation s'est un peu stabilisée au bout de quelques semaines après l'attentat terroriste, mais je pense que ça va encore s'empirer. Oui, j'aimerais juste ajouter qu'on a vu, après 2014, c'était mon impression et pas uniquement la mienne, que ce problème de migration, comme l'un des problèmes et les défis principaux pour la société russe, est devenu moins important, moins visible, puisqu'il y avait la question de l'appartenance de la Crimée, etc. Donc, tout ce discours anti-occidental, nationaliste, a commencé à se développer. Et après 2022, cela a mené à ce que la question, le problème de xénophobie et migrantophobie soit remis au deuxième plan. Et donc maintenant, cette nouvelle vague de xénophobie, de migrantophobie que nous voyons aujourd'hui, hier, je me souviens, M. Babintsev a dit, et d'autres intervenants ont dit également, qu'une possible recrudescence de violence suite à la guerre en Ukraine peut se diffuser et couvrir aussi d'autres groupes de société, y compris les groupes plus vulnérables. En fait, la xénophobie, c'est un mécanisme de gouvernement. La xénophobie ne s'arrête jamais. Et donc, elle est très facile à utiliser pour gouverner. Pour se renoncer à cet instrument, il faut avoir une volonté. Puisque la xénophobie, c'est un mécanisme biologique, il ne faut pas de volonté pour l'utiliser. Il faut juste être humain. Il faut juste être naturel. Et donc, quand la population est mécontente du pouvoir, le pouvoir essaie de canaliser ce mécontentement en mettant le point et le focus sur d'autres groupes vulnérables, par exemple les migrants. Surtout dans le contexte des attentats terroristes. Une dernière question. J'aimerais poser la question à Mayerbek. Oui, nous savons
qu'il y a ceux qui, il y a des Poutine-Versteher, donc ceux qui soutiennent Poutine. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui soutiennent Kadyrov dans le diaspora des Tchétchènes? Et quels sont leurs moyens d'influence? Kadyrov n'a jamais caché qu'il voulait voir ses représentants dans le diaspora. Et en fait, il y a même eu la question de créer la représentation de la République tchétchène ici en France, auprès de la représentation de Russie. Moussa Taïpov, c'est la personne qui porte le même nom de famille et le même nom, le même prénom que le neveu de Doudaïev qui habite à Strasbourg. Mais ce sont deux personnes différentes. Les représentants de Kadyrov ont essayé d'attirer les personnes, de les faire prendre leur côté pour que les personnes commencent à suivre la chaîne TCHK, donc la chaîne officielle tchétchène. Il y a des représentants dans presque tous les pays. En Allemagne, récemment, la personne qui représentait les intérêts de Kadyrov en Allemagne a été bannie de ses obligations et ils ont dû choisir une autre personne. Mais je pense que personne ne veut dire qu'il a des liens directs avec qui que ce soit dans le pouvoir. Je pense qu'ici, les Tchétchènes, en Europe, au Canada, aux États-Unis, même en Irlande, il y a à peu près 1000 personnes qui viennent de Tchétchénie. Je pense que pour la plupart, ils sont quand même assez apolitiques. Ils ne s'intéressent pas à la politique. Même si, après le début de la guerre en Ukraine, on a vu une activité accrue, par exemple, des partis politiques qui ont été créés au sein de la diaspora. Il y a plusieurs partis politiques tchétchènes qui ont déjà été créés. Mais je ne dirais pas que ceux qui soutiennent Kadyrov ont beaucoup de possibilités et de marge de manœuvre ici, en Europe. Comme Poukaïev, qui, au congrès du peuple tchétchène, disait qu'il parle au nom de tous les Tchétchènes de l'Europe, il n'a pas eu l'autorisation de le faire, mais il a décidé de le faire de son propre chef. Mais donc, ces Tchétchènes ne représentent pas un grand problème pour le pouvoir en France et dans d'autres pays. Le problème, ce sont des personnes qui viennent, par exemple, en Allemagne pour tuer des personnes en Allemagne, à Vienne, en France, à Lille. Ce sont les personnes qui viennent exprès pour assassiner des personnes qui habitent en Europe et ensuite ils quittent l'Europe sous la couverture de l'ambassade russe. Ceux qui habitent constamment ici en Europe, ils ne soutiennent pas vraiment le pouvoir en place en Tchétchénie. Celui qui a tué Oumar Israilov à Vienne, c'était quelqu'un qui est venu exprès pour le faire. Une dernière question, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous les intervenants. J'aimerais poser la question suivante. Étant donné le passé soviétique et la donne d'aujourd'hui, le racisme au quotidien, est-ce que vous voyez les moyens de changer la situation en Russie? Est-ce que c'est la responsabilité de l'école ou de l'université ou de l'État? Ça, c'est une question à laquelle j'aimerais savoir répondre aussi. Nous essayons de faire de notre mieux, mais bien sûr, la propagande est très active. Vous savez comment elle agit contre ou sur plutôt les réfugiés ukrainiens. C'est impressionnant. Quand nous parlons avec une réfugiée qui est partie de l'Ukraine pour fuir la guerre, pour fuir les attaques et les soldats russes, elle dit:
Nous étions sous les décombres, nous ne comprenions pas ce qui était en train de se passer, ce qui se passe dans la cave, ce qui se passe dehors, et nous avons entendu Allah Akbar. Et donc, nous avons compris que c'était nos Russes qui sont arrivés. La propagande, c'est quelque chose de fort. Si l'État ne vise pas à éduquer la population, si l'État ne nous donne pas la possibilité d'éduquer la population, je ne peux pas vous dire que j'ai un pronostic, que j'ai des prévisions très positives. Vous savez, il y a un jour, le jour international des immigrés, et le jour des réfugiés. Et donc, lors de ces journées internationales, nous avons organisé des événements, nous avons invité des personnes immigrées et des réfugiés pour leur expliquer leurs droits et comment ils peuvent se protéger. Nous avons fait des fêtes pour les enfants. Mais maintenant, nous avons le statut d'agent étranger. Ce statut est sans cesse élargi et nous ne pourrons plus organiser ce type d'événements de masse. Nous ne pourrons plus mener des actions d'éducation. Mais l'État ne remplace pas nos fonctions d'éducation. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir. Je ne sais pas à quoi on pourrait s'attendre. Mais je sais que il faut que nous continuions à travailler. Il faut continuer à agir à travers de différents moyens. Je ne suis pas partisane de la théorie de petites actions, mais je pense que si on commence par le plus bas, on peut ensuite arriver à un niveau plus important. Stéphania nous a dit qu'il y a une décision de la Cour constitutionnelle, et suite à cette décision, il y a eu 2 changements dans la législation. Donc, la décision qui portait sur les centres de déportation, et aussi, il y a eu un document pour les personnes apatrides, ce qu'on attendait depuis 20 ans. Pendant des années, les personnes apatrides n'avaient tout simplement pas de papier. Et ça, c'était le changement qui a été introduit dans la loi. Maintenant, on n'a plus droit de retenir les personnes qui doivent être déportées ou expulsées du territoire plus de 6 mois. Donc, les dizaines de personnes sont libérées, ce n'est pas facile, mais au moins il y a une discussion à ce sujet. Comment est-ce qu'on peut maintenir en vigueur cette loi? Je voulais rajouter une chose aussi, c'est-à-dire qu'il y a eu des modifications positives aussi en ce qui concerne les travailleurs migrants. Il y a eu des décisions de justice pour les personnes qui n'avaient pas été réglées, qui n'ont pas perçu leur salaire pendant des mois. Et effectivement, aujourd'hui, les tribunaux commencent à se pencher sur ces cas-là, à recueillir des informations, des témoignages. Donc, je n'ai pas l'impression que notre travail n'aboutit à rien du tout. Mais effectivement, c'est un travail très difficile et qui a été encore compliqué par le fait que la Russie soit sortie du Conseil de l'Europe, et aujourd'hui, ils ne pourront plus porter plainte auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Parce que là, c'était des décisions très importantes aussi qui étaient prises. Et par contre, on avait cette possibilité de défendre ces personnes et nous n'avons plus cette possibilité aujourd'hui. Je voulais revenir à cette question de la xénophobie et du racisme. Effectivement, ce problème existe toujours et il faut lutter contre ce problème constamment à travers les médias, à travers la lutte contre la propagande. Donc là, il faut bien sûr soutenir le travail des journalistes indépendants. Et en même temps, je ne suis pas très optimiste, même si je pense que effectivement, on peut lutter et on pourra lutter contre cette haine.
cette haine, par exemple, contre les Ukrainiens, contre toute personne non russe ou d'autres groupes que j'évoquais précédemment, tout cela a la même nature. Donc, tôt ou tard, ça doit changer, comme on le sait de notre expérience après 45, par exemple. Juste un dernier mot à rajouter. Je voulais dire que nous ne pourrons jamais vaincre la xénophobie. C'est un état naturel de notre humanité. Depuis toute l'histoire de l'humanité, on a connu ce problème. Donc, il faut créer des mécanismes pour lutter contre la xénophobie. Nous ne pourrons jamais résoudre ce problème à jamais. Donc, il faut y travailler constamment. Donc, moi, je vais juste dire un mot. Moi, je suis pessimiste. Je suis persuadée qu'on ne peut rien changer en Russie jusqu'au jour où le pouvoir ne change pas. Parce que depuis le temps de Ivan Grozny, Ivan le Terrible, rien n'a changé avant le changement de pouvoir. Merci beaucoup.